Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Alors, quelqu'un m'a envoyé cet extrait rétro de Charlie et moi à l'époque où j'avais une émission sur Prager U. Nous discutions du genre d'alliés dont on a besoin quand les balles sifflent autour de vous. Écoutez ça. Vous savez, quand vous êtes dans un trou de combat, vous voulez quelqu'un qui ne va pas vous dire qu'il n'y a pas de balles qui sont tirées. Vous voulez juste qu'on vous dise d'où viennent les balles. N'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Vous ne voulez pas quelqu'un dans le trou de combat avec vous qui dirait « Bon, tu veux un hot dog, peut-être un burger, un smoothie ?» Vous voulez dire « Non, non, non. Il y a un nid de mitrailleuse là-bas. Il y a des obus de mortier qui viennent de là-bas. Voici Qu'on va faire. » Plan pour s'en sortir. Exactement. Et c'est ce genre d'amis que vous voulez. Et vous ne voulez surtout pas de quelqu'un qui va s'enfuir en courant dans les collines derrière vous. Et on en a déjà eu. On en a déjà eu. On sait vraiment qui sont nos alliés. Je résiste à l'envie de faire un commentaire sur Mikey McCoy, mais mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans le trou de combat en ce moment et nous découvrons qui sont les vrais alliés de Charlie Kirk et qui étaient ses véritables alliés. Alors, bienvenue à nouveau à Candace. Qui étaient les véritables amis de Charlie Kirk? C'est ce que je veux savoir. Je veux juste savoir qui étaient ses véritables amis et ses alliés, parce que, d'une manière ou d'une autre, beaucoup trop d'entre eux tentent de criminaliser le simple fait de poser des questions. Ne vous contentez pas de poser des questions. Acceptez donc la nourriture servie par la Fédération. Cela paraît un peu ridicule. Nous devrions commencer, soit dit en passant, par Frank Turek. Frank Turek. Pour rappel, il s'agit du pasteur ami qui se trouvait juste à côté de Charlie au moment de son assassinat. Vous vous souvenez, il portait le chapeau blanc, il se baisse. Il fait partie des personnes qui ont aidé à amener Charlie jusqu'au véhicule. Il était à l'hôpital. Eh bien, je viens d'apprendre que Frank Turek réagissait à mes propos. Il est récemment passé sur CBN News et voici ce qu'il a déclaré. Je n'ai pas suivi Candace Owens de près. Je sais qu'elle était une bonne amie de Charlie il y a des années. En fait, lorsque j'ai rencontré Charlie pour la première fois, je lui ai dit « Parlez-moi un peu de votre ministère. Vous savez comme ce que vous faites et vous savez qui avez-vous encadré ?» Il a mentionné Candace Owens. Et Charlie ne parlait jamais mal de qui que ce soit en privé sans avoir d'abord parlé à cette personne et essayé de la corriger. Donc Charlie n'a jamais rien dit de mal sur Candace ou quoi que ce soit, mais je trouve simplement que le fait qu'elle fasse toutes ces suggestions sans preuve est très douloureux pour les gens. C'est acceptable de suggérer, eh bien, peut-être ceci, peut-être cela, mais dès que vous commencez à lancer des accusations, Tepoussa a trahi. Donc, vous savez, lui a dépeint Charlie. Vous savez, j'ai fait un rêve que Charlie m'a dit cela. Ce n'est pas une preuve. Je veux dire, peut-être qu'elle l'est. Peut-être a-t-elle raison. Tu sais, c'est possible. Tout est possible. Mais tout n'est pas étayé par des preuves. Et ce que les gens ne semblent pas comprendre, et c'est pourquoi j'ai invité mon ami, le détective J. Warner Wallace, à mon podcast 2 semaines après le martyre de Charlie. Les gens ne comprennent pas comment fonctionne le système judiciaire, ni comment fonctionnent les affaires de meurtre. L'accusation vous dit rarement ce qu'elle possède, et encore moins tout ce qu'elle possède. D'accord. J'aimerais donc dire 2 ou 3 choses. Avant toute chose, j'adore ce discours récurrent des gens qui prétendent ne pas avoir regardé tous les épisodes. Ils n'ont pas le temps de regarder les épisodes. Ils n'ont pas le temps d'examiner les faits, et pourtant, tous, pour une raison ou une autre, savent que j'ai dit avoir rêvé que Charlie était trahi, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous savez que vous êtes au cœur d'une opération de propagande, qu'on leur a donné des éléments de langage. Je veux dire, c'est un point tellement insignifiant. Dans toutes les preuves que j'ai présentées, j'ai fait des chronologies seconde par seconde. J'ai fait des chronologies minute par minute. J'ai présenté des réseaux de personnes et leurs liens. J'ai dressé une liste du nombre de fois où Turning Point USA nous a menti. Ils ne savent rien de tout cela. Ce qu'ils savent, c'est que dans un épisode, Candace a dit qu'elle avait fait un rêve, n'est-ce pas? Bally Stockey a juste fait ça pour tourner une vidéo. J'étais là genre, moi non. Je ne fais pas ces rêves. L'idée ici, c'est que tout cela doit être de la folie, des élucubrations. Tous les jours, Candace est dans cette émission comme Madame Cléo des années 90 et elle prédit juste quoi. Ce qu'elle pense qu'il s'est passé. C'est une façon ridicule de
d'essayer de délégitimer les recherches que nous avons menées. Maintenant, moi, encore une fois, je ne comprends pas comment on peut commenter sans avoir regardé ce que j'ai dit, mais notre seul intérêt est de découvrir la vérité. Donc, voici ce que j'ai fait. J'ai personnellement invité Frank Turek dans l'émission parce que nous voulons vraiment des réponses. Maintenant, concernant son deuxième point, où il essaie de dire que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les procès. Nous ne cherchons pas à avoir une conversation avec l'accusation. D'accord? Nous avons déjà décidé toute cette enquête ressemble à une mauvaise opération du FBI. Nous cherchons des réponses auprès de ses amis comme vous. Vous pourriez simplement servir l'intérêt public ici. D'accord? Nous ne devrions pas faire semblant de croire que, d'une manière ou d'une autre, l'affaire serait mise en danger. Si Mikey McCoy partageait ses relevés d'appel, en quoi cela impacterait-il l'affaire? Comment ça? Si vous répondiez à des questions sur la raison pour laquelle Charlie voulait créer le comité Doge, en quoi cela affecterait-il l'affaire? En réalité, l'affaire ne nous intéresse pas tant que ça, parce que nous n'avons pas l'impression que Tyra Tyler Robinson ait agi seul et qu'il soit le seul tireur. Mais ce qui nous importe profondément, c'est de savoir si et pourquoi ses amis semblent avoir menti au public comme nous l'avons fait. Nous avons découvert ces mensonges. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous refusez d'y répondre. Ce qui nous importe, c'est de savoir si ses amis l'ont trahi ou non. D'accord. Donc les rêves peuvent te donner une certaine intuition et je pense vraiment que les miens m'ont apporté beaucoup d'intuition. Mais maintenant, nous avons les faits pour étayer cela. Du moins, l'affirmation selon laquelle ils le trahissent maintenant, n'est-ce pas? En ne répondant pas à des questions très simples et en mentant au public. J'aimerais vraiment inviter Frank Turek dans l'émission. Je ne pense pas que nous ayons déjà parlé de Frank Turek. Il n'a pas vraiment été mentionné dans cette enquête. Il n'a certainement pas été pris en flagrant délit de mensonge. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait un problème à venir dans l'émission pour expliquer comment fonctionnent les poursuites. Et moi, je peux expliquer comment fonctionnent les amitiés. Nous connaissions le public, nous savions tous qui était Charlie Kirk en tant qu'être humain. D'accord? Charlie Kirk a été assassiné. Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous rejetons cette idée selon laquelle toute personne qui est montée sur scène lors de son événement commémoratif pourrait désormais être automatiquement intégrée à cette organisation, intégrée à notre acceptation. Ces personnes ne devraient plus être remises en question. Ils étaient amis avec Charlie Kirk. C'est de la manipulation émotionnelle. Ils disent qu'ils aimaient Charlie, et donc, nous devrions simplement faire confiance à la science et ignorer les nombreux mensonges qu'ils nous ont racontés. Qu'est-ce que Tipusa Faith exactement? Qui est Rob McCoy? Pourquoi ces églises Calvary Chapel ont-elles une longue histoire de scandales étranges, d'abus et de trafic qui semblent être balayés sous le tapis? C'est ça. Pourquoi Rob McCoy est-il lié à certains de ces scandales? Je vais vous donner juste un exemple, je pense, assez important ici. D'accord? C'est une histoire vraie. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Thomas Camino Kimono était un homme qui a effectivement été envoyé en prison pour abus, attouchement et comportement obscène envers de jeunes filles. La façon dont il procédait, c'était en prétendant que son chat était perdu. D'accord, je vais vous lire un email que j'ai reçu de l'une de ses victimes qui est aujourd'hui adulte, mais qui n'était qu'une enfant de 8 ans en 1995. Voici ce qu'il dit en partie. D'accord. J'avais 8 ans et je vivais à Dana Point, en Californie, lorsque Thomas a approché mon ami et moi pour nous demander de l'aider à retrouver son chat. Il nous a emmenés dans un parc derrière chez moi et a essayé de m'agresser avant que je ne m'enfuis. J'ai été un témoin clé lors de son procès avant qu'il ne soit condamné à 8 ans de prison. Il a agressé plusieurs filles entre 1990 et 1995. Maintenant, vous remarquerez que je ne dis pas prétendument parce qu'il a été en prison pour cela. Donc ce n'est pas votre... Je ne risque pas de diffamation ici. Elle ne ment pas. Nous avons vérifié cela. En 1990, Camino a été placé en probation après avoir plaidé non coupable pour conduite obscène impliquant des enfants à Manhattan Beach. C'est dans le comté d'Orange. Quelques années plus tard, il a apparemment mené une véritable croisade pour tenter d'attirer de jeunes filles dans un tout autre comté. Très bien. Lisons un article concernant cette condamnation. Voici le titre du Los Angeles Times. Cela date de 1995. Comme vous pouvez le constater, le titre annonce « Un pédophile écope d'une peine de 8 ans de prison ». Thomas Michael Camino, qui tentait d'attirer des jeunes filles avec une histoire de chat perdu, écope de la peine maximale requise par les parents de 3 victimes. Écoutez ça, 3 victimes, d'accord. L'article continue.
Il est indiqué que Thomas Michael Camino, 31 ans, de San Juan Capistrano, a été reconnu coupable en mai d'avoir agressé sexuellement une fillette de 8 ans et d'avoir tenté d'attirer une douzaine d'autres personnes dans des relations sexuelles en leur demandant de l'aide pour retrouver son chat. Le commissaire Richard M. Aronson de la Cour supérieure du comté d'Orange a imposé la peine maximale après que les parents de 3 victimes se soient levés, emplis de tristesse et de colère, pour réclamer une punition sévère. Le père d'une fillette de 7 ans a laissé entendre que Camino, avec son histoire de chat, avait profité de l'innocence de la fillette. L'avocat de Camino a déclaré que son client, qui avait auparavant clamé son innocence, reconnaissait désormais sa culpabilité. L'avocat Danny Davis a demandé une peine plus courte de 6 ans, arguant que la peine maximale pourrait nuire à toute chance de bénéficier d'un suivi psychologique et d'une réhabilitation. Camino a terrorisé un quartier de Dana Point pendant plus de 4 mois l'année dernière. Les procureurs ont déclaré qu'il approchait de jeunes filles, les attirait dans des endroits isolés comme un lit de rivière et le sous-sol d'une maison en leur demandant de l'aider à retrouver son chat. Le sous-sol d'une maison. Il a été reconnu coupable d'attentat à la pudeur, d'exhibitionnisme et de 10 chefs d'accusation de harcèlement d'enfants. Dans l'affaire d'attentat à la pudeur, Camino a saisi la main de la fillette et l'a forcé à le toucher. Il l'a forcé à le toucher. Maintenant, je veux que vous vous rappeliez que cela s'est produit dans 2 comtés différents, d'accord? Je veux aussi que vous vous souveniez que nous parlons d'enfants de 7 ans et de 8 ans. Des enfants de 8 ans, n'est-ce pas? Nous parlons d'élèves de cours élémentaires, 2e année, pas de tout petits dont la mémoire pourrait être incertaine, qui pourraient avoir du mal à communiquer, à trouver les bons mots ou à être sûrs d'eux, mais bien d'enfants de 8 ans qui sont pleinement présents mentalement, n'est-ce pas? Imaginez-vous à 8 ans en cours élémentaire 2. Je me souviens parfaitement de mon année de cours élémentaire 2. Je me souviens de traumatismes vécus en cours élémentaire 2e année, comme lorsque mon cousin est mort dans un accident de voiture. Et malgré sa condamnation, malgré les années passées en prison pour ses crimes, Rob McCoy, le pasteur qui me donne la chair de poule, a ensuite noué et entretenu une longue amitié avec Thomas Camino pendant des décennies. Maintenant, ce n'est pas exactement un problème en soi. La réhabilitation, ça existe. Le problème survient lorsque Rob décide alors que Camino devrait être impliqué dans l'église Calvary Chapel et plus précisément que Camino devrait avoir accès à de jeunes enfants dans un programme appelé Home Fellowship qui le mettait directement dans les foyers d'enfants. Et il a failli s'en sortir jusqu'à ce que des mères aillent en ligne, se souviennent exactement de ce qui s'était passé et fassent un scandale à ce sujet en 2022. Maintenant, en réponse à cette découverte, Rob McCoy ne s'est pas excusé. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez plutôt voir Rob utiliser des tactiques de manipulation psychologique. Peut-être a-t-il appris cela de son père, qui travaillait pour les services de renseignement de la marine, droite. Mais il va recevoir Thomas Camino pour un épisode de podcast dans le Bryce Eddy Show. Il va exprimer sa frustration envers les personnes qui s'indignent du fait que cet homme soit placé à proximité d'enfants en bas âge sans que les gens réalisent que, d'accord, ce type a littéralement passé 8 ans en prison pour abus. Voici comment Rob McCoy présente Thomas dans son podcast. Écoutez bien. J'ai été tellement interpellé par les ragots et la calomnie concernant mon ami qui va me rejoindre que j'ai voulu qu'il raconte son histoire. Donc, il y a 20 ans, quand nous étions à Skyline, l'introduction était la suivante. Tu es entré et tu as dit « Il faut que je te parle ». Et j'ai pu partager cela avec toi. Et tu as été plutôt direct. Tu as tout exposé clairement et tu as dit « Voilà ce qu'il en est ». Et tu as suivi les procédures. Tu as fait ce qu'on attendait de toi et toi et moi sommes amis depuis. Il n'y a jamais eu de problème. C'est remarquable la façon dont tu as servi cette communauté. Personnellement, j'ai pris la décision qu'ils pouvaient se moquer de nous et prétendre ce qu'ils voulaient. Mais je voulais que ta famille soit protégée, alors j'ai retiré cela. Je crois que c'était une publicité pour le groupe de maison, ce que nous faisons pour tous les groupes de maison. Donc, il est contrarié et il continue en parlant des gens en ligne qui ne connaissent pas toute l'histoire et qui fouillent des choses. Et tu vois, ce type est vraiment quelqu'un de bien. Et je vais demander à Camino d'expliquer ce qui s'est réellement passé et qui l'a conduit en prison. Dites-moi si vous croyez à l'histoire qu'il s'apprête à raconter. Écoutez bien. Donc, c'était au début des années 90, dans une petite communauté balnéaire sympa du comté d'Orange, et j'ai été accusé d'un crime que je n'ai pas commis. J'ai été faussement accusé. C'est une histoire avec une fille mineure.
Et le point de départ de l'affaire, c'est qu'il y a un type qui se promène en demandant aux gens s'ils ont vu un chat perdu. Et cela se produit 15-20 fois sur une période de 6 à 8 mois. Et toute la ville commence à s'agiter à ce sujet. Ils amènent cette fille et ils filment un entretien. Après que je me sois retrouvé impliqué dans toute cette histoire, on ne savait pas que ça faisait partie de l'affaire. Ils ont juste sorti ça au procès à l'improviste. Et c'est cet entretien où l'enfant ne fait pas attention à ce qu'elle dit. Elle n'est pas bouleversée. Elle pense qu'elle attend sa mère dans une salle d'attente chez le dentiste. Et puis il continue à lui poser questions suggestives sur questions suggestives et l'enfant ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Finalement, ils arrivent à lui faire dire qu'il y a eu des attouchements inappropriés à ce sujet. Elle le dit plus ou moins, le nie aussi un peu, mais c'est tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, ils peuvent sortir et arrêter quelqu'un, et de toute évidence, ils se moquent bien de qui ils arrêtent. Et les flics avaient aligné genre 16 types différents avec un certain look ou je ne sais quoi. Et certains d'entre nous, j'étais l'un d'eux, étaient sous surveillance. Et donc ils avaient des photos de nous, et ils ont eu assez de gens pour dire que ça ressemblait aux gars. Alors ils sont venus me chercher. Ensuite, ils sont venus chez moi avec la perquisition. Ils m'apportent le mandat de perquisition chez moi et ils ont 17 objets précis qu'ils recherchent. Ils en trouvent 11, ce qui semble plutôt mauvais, jusqu'à ce qu'on lise de quoi il s'agit. Je me fais arrêter, alors ils me jettent en prison. Et le lendemain, vous êtes censé avoir une audience pour la mise en liberté sous caution. Faisons une pause, puis ils vous jettent en prison. Le lendemain, vous avez une audience pour la liberté sous caution. Ils sont assez gentils pour le faire. C'était il y a combien de temps? Environ 28 ans. Il y a 28 ans, ouais. Ouah, il y a 28 ans. Très bien, vas-y. Donc, je précise certains de ces détails parce que toute cette histoire est une véritable mascarade. Mon avocat vient me voir et me dit qu'ils affirment avoir des empreintes de pas, des preuves de frénésie, des empreintes de pas et une empreinte de paume qui auraient été relevées sur une scène. Et ils veulent conclure un accord avec toi, ils veulent voir si tu veux accepter un plaidoyer avant qu'on arrive à l'audience préliminaire. Le jury délibère, revient avec un verdict de culpabilité incroyablement coupable, et je me retrouve à faire... Il me donnait une peine de 8 ans. Je n'avais pas de casier, donc j'ai fait un peu plus de 4 ans. J'ai donc fait 1536 jours pour un crime que je n'ai pas commis. En fait, ça devient encore pire. Donc tu as droit à un processus d'appel, et il y a une procédure gratuite. Ils prennent donc les 3 principaux points qu'ils trouvent, qui enfreignent la loi ou violent tes droits, et ils les soumettent. Alors la cour d'appel lit le dossier et dit « Oui, nous sommes d'accord. Ils ont enfreint la loi sur 2 des 3 points et ils ont violé vos droits. Mais nous ne voyons pas en quoi cela a affecté l'issue de l'affaire. Rejeté. Ma femme a divorcé juste avant que je sorte. Donc c'est mon ex-femme, ma meilleure amie. Et elle me dit « Tom, il faut que je te parle. Tu as été condamné et tu es parti, et ta femme sortait avec ton avocat. » Et je me dis « Elle sort avec le défenseur public. Comment tu sais ça ?» Elle me l'a dit. Alors, quel intérêt, selon vous, l'avocat aurait-il vraiment à m'innocenter s'il souhaite obtenir ma femme et qu'il finit effectivement par l'obtenir? Donc, c'est juste un grand complot qui impliquait 2 comtés, des quartiers remplis de parents et d'enfants témoins qui encore aujourd'hui s'en souviennent et m'envoient des emails pour me le rappeler. Des gens qui ont publié et dit que c'était absurde et qui ont porté ça jusque dans l'église de Rob en disant que c'est absurde de le laisser côtoyer des jeunes malgré son casier. Aussi son ex-femme et la cour d'appel, tout le monde voulait absolument obtenir cette condamnation. Et ce, malgré le fait que les flics, comme il l'a dit, ont trouvé une empreinte de pied, une empreinte de paume, plus 11 des 17 objets qu'ils cherchaient chez lui. Vous êtes libre de poursuivre cette conversation dans son intégralité. Nous essayons d'inclure autant que possible pour le bien de ce podcast, sans que ça dure trop longtemps. C'est tout simplement incroyable. D'accord, la personne qui a témoigné s'en souvient encore et m'a envoyé un email, mais d'une certaine manière, c'est lui la victime et Rob veut que cela transparaisse. Il est juste agacé que cela ressorte maintenant. Cela devient encore plus intéressant lorsqu'on le replace dans le contexte du fait que Calvary Chapel, point final, a une longue histoire d'accusations selon lesquelles il placerait intentionnellement des pédophiles à des postes de pouvoir, leur donnant ainsi accès aux enfants. Et je ne parle pas des institutions. Devenez grand, d'accord? Comme en ce moment, si vous regardiez même dans les écoles publiques, vous pourriez trouver des tonnes d'exemples, surtout de ces jeunes enseignantes qui s'en prennent à des lycéens. C'est ça. Je parle de comment vous vous sentiriez si vous appreniez sans cesse que c'était le principal d'une école, comme si c'était toujours le principal d'une école.
Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive, mais c'est juste pour être clair. Mais je vais simplement vous en citer quelques-uns, d'accord? Flory, Calvary Chapel à Pompano Beach. Le fondateur était un pasteur nommé Rob Coy, pas McCoy pour être clair. Rob Coy, ancien directeur des divertissements d'un casino de Las Vegas, devenu chef religieux de l'une des plus grandes méga-églises de Floride. Puis il a été accusé d'avoir agressé sexuellement une fillette de 4 ans, Chapelle du Calvaire de Woodlands. En 2024, le pasteur principal a été arrêté à la suite d'une opération d'infiltration visant à lutter contre les abus sexuels en ligne sur des enfants. À Calvary Chapel, le pasteur principal a démissionné suite à des allégations d'inceste avec son propre fils, d'intimidation, de toxicomanie et de détournement de fonds. À la Calvary Chapel du comté d'Orange, le pasteur principal nommé Mission Viejo a été condamné pour avoir abusé de 2 jeunes filles. Calvary Chapel, Solid Rock, c'est dans le Minnesota. Jason James Taylor était le pasteur principal. C'est d'ailleurs à la frontière du Wisconsin. Il faisait partie des 6 personnes arrêtées à la suite d'une sollicitation de mineurs. C'était une opération d'infiltration menée par la Task Force des enquêteurs sur la traite des êtres humains du Minnesota. Ensuite, à Santa Ana, en Californie, il y a une association de Calvary Chapels qui inclut l'Idaho, la North County Chapel à Post Falls, dans l'Idaho. Ils sont actuellement poursuivis en justice par des victimes qui accusent l'Église d'avoir intentionnellement dissimulé un prédateur sexuel connu dans leur rang. Ils connaissaient de son passé, mais l'ont quand même embauché. Anthony Iglesias, et il purge actuellement une peine de prison. Il a été reconnu coupable et incarcéré à l'établissement correctionnel de l'État de l'Idaho pour ses crimes. La plainte allègue que lorsque les parents de la victime se sont adressés au pasteur principal, le révérend Robert Davis, pour discuter des abus sexuels subis par leur fils, Davis leur a reconnu, et encore une fois, c'est ce que leur plainte affirme, qu'il connaissait le passé d'Iglesias, et il aurait déclaré, en substance, « Oui, nous savions, c'est pour ça qu'on l'a retiré de Thaïlande ». La Thaïlande, d'ailleurs, c'était un programme d'orphelinat qu'ils géraient. Ils avaient des orphelinats partout. Pour une raison inconnue, ces églises s'impliquent dans les orphelinats. Et puis, il y a tous ces scandales d'abus. Il y a aussi le cas de l'ancien pasteur de la Calvary Chapel en Virginie qui a plaidé coupable d'abus sexuels sur mineurs. L'ancien calvaire. Le nom du pasteur était Doug D. Andrea. Il purge actuellement une peine de prison en Virginie pour de multiples chefs d'accusation liés à des abus sexuels sur mineurs. Voici la chapelle Calvary à Fort Lauderdale en 2019. Il ne s'agit pas du pasteur principal, mais d'un employé qui a été arrêté après que les autorités ont déclaré avoir trouvé de nombreuses images et vidéos de pornographie infantile téléchargées sur son ordinateur personnel. Il y a la Calvary Chapel à North Thurston, dans l'Oregon. Et celle-ci est particulièrement grave. D'accord? Le pasteur principal était ce type, Jeffrey Keonzis. Il a avoué des comportements sexuels inappropriés impliquant ses 3 filles sur une période de 2 ans. Les abus incestueux ont commencé lorsque la fille avait 11 ans. Il est allé en prison pendant 11 mois, puis, à sa sortie, il a assassiné une femme de 80 ans et a coulé du béton. En fait, elle avait 82 ans. Et il était censé être son homme à tout faire. Et puis, il l'a tuée et a versé du béton sur son corps pour le dissimuler. D'accord, encore une fois, nous ne faisons qu'effleurer la surface ici. Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive. Je pourrais continuer encore et encore, mais je dois vous dire que cela ne me semble pas naturel. D'accord, oui, les institutions sont corruptibles, les églises sont corruptibles, mais pour moi, cela ressemble à quelque chose d'un peu plus sinistre et un peu plus organisé. Cela me fait penser à ce type tristement célèbre. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça par le passé. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de l'affaire Diddy. Tout le monde pensait qu'il était fou. Rappelez-vous, il a tiré sur le Trump Miami Doral. Il n'a tué personne. Mais ensuite, quand il s'est assis, il a dit que les fédéraux dirigeaient une opération de cartel et que lorsque des gens avaient des ennuis, c'est ce qu'il affirmait. Avant que quiconque ne sache quoi que ce soit sur Diddy. Il a dit « J'étais l'un des esclaves sexuels de Diddy ». Et il a dit « J'étais l'esclave sexuel de Diddy et Cassie ». Cassie a ensuite confirmé à la barre qu'elle savait qui était cet homme et qu'il avait été invité à ses soirées. Et il a dit, les fédéraux, si tu as des ennuis, soudainement, si tu veux éviter la prison, tu travailles maintenant pour nous. Et il a dit qu'il l'était. Il affirmait qu'il trafiquait de la drogue, n'est-ce pas? Qu'il faisait chanter certaines personnes et qu'il trafiquait de la drogue. C'est aussi quelque chose que Kanye a dit dans un épisode pratiquement introuvable en ligne parce que c'était pendant sa période d'annulation, qu'il savait, encore une fois, c'était avant que Diddy ait des ennuis, que Diddy avait été victime de chantage par les fédéraux.
et qu'une partie de son accord était qu'il devait maintenir certaines autres personnes dans le rang, comme Kanye. Donc, ce thème revient un peu quand on commence à voir des personnes qui ont non seulement été accusées de crimes, mais aussi condamnées pour des crimes, et qu'elles se retrouvent à des postes de pouvoir ou à la tête de fortunes considérables, je pense qu'il est tout à fait légitime de se poser des questions sur la façon dont cela est possible. Et maintenant, pour revenir en quittant les insinuations sur Diddy, pour revenir à Rob McCoy, ce n'est pas le seul scandale dans lequel il a été impliqué. Il a été impliqué dans plusieurs scandales, c'est ça. Il y a aussi eu un scandale lié à Pottersfield. Et c'est en quelque sorte très pertinent par rapport à ce qu'il fait actuellement avec Turning Point USA. Je dirais même que c'est très pertinent. Pottersfield est une zone située à Whitefish, dans le Montana. Et l'association Calvary Church a financé un ministère qui est devenu connu sous le nom de Potter's Fields Ministries. Là-bas, ils ont un terrain de chasse. Ils ont un camp pour enfants. Ils ont un programme pour étudiants appelé Ignite. Ils ont même genre une chaîne de burgers. Je veux dire, beaucoup d'argent affluait là-bas. Et en 2019, le ministère a été touché par un scandale avec des accusations d'abus financiers et psychologiques, essentiellement. Les membres de l'église Calvary Chapel finançaient le ministère en pensant que l'argent servait à aider, nourrir et habiller des enfants en Ouganda, au Cambodge, au Costa Rica et au Guatemala. Mais apparemment, ça n'allait pas vraiment là-bas, d'accord? Ils pensaient que leur argent servirait à former des étudiants qui deviendraient des missionnaires dans le monde entier, mais personne ne savait vraiment où allait cet argent. Et c'est intéressant car ils géraient spécifiquement un programme étudiant appelé Ignite. Et l'une de ces étudiantes a fini par dénoncer ce qu'elle prétend être une fraude financière intentionnelle. Cette élève s'appelait alors Kenzie Kinney. D'accord, elle gérait les finances de Potter's Fields. Et voici ce qu'elle a déclaré mot pour mot à propos de la façon dont cette organisation à but non lucratif prétendait nourrir des tonnes d'enfants à travers le monde, alors qu'en réalité, il la faisait participer à des activités frauduleuses. Prétendument. Elle a dit, je cite, ce serait une estimation très approximative du nombre d'enfants réellement inscrits à ce programme. Je dirais peut-être environ 500, et cela concernerait les 5 pays, a précisé Kenny. Kenny a ajouté que les Roselle, c'est-à-dire la famille qui dirigeait ce programme, montrèrent des vidéos avec des centaines d'enfants nourris lors de leur présentation afin de solliciter des dons auprès des membres de l'église Calvary, mais que ces images provenaient en réalité de rares conférences de pasteurs plus importantes. Elle se souvenait avoir travaillé avec environ 20 enfants chaque semaine pendant sa période dans le programme. Elle a également déclaré que les employés de Pottersfield recevaient l'ordre de retoucher avec Photoshop d'anciennes lettres d'enfants du programme. Avec les lettres modifiées envoyées aux donateurs, elle a déclaré, je cite, « Nous devions toujours couper les dates pour qu'ils ne sachent pas à quel point les photos étaient anciennes. Ensuite, on en faisait juste des photocopies par centaines, puis on les pliait en 3 ou tous ensemble et on les envoyait par courrier, parce qu'on expédiait ces petits trucs du genre. Merci encore pour votre soutien, et voici, vous savez, un message de votre enfant de prière. » Ils vous ont écrit une lettre. Au milieu du scandale, le ministère Pottersfield a annoncé qu'il allait fermer. Ils ont fermé en 2019 et ils ont fait venir le pasteur Rob McCoy en tant que directeur financier pour aider à redresser la gestion de leurs finances. Et par redresser la gestion, je veux dire que l'argent a été transféré dans son église. Cela a été fait de manière transparente. Ils ont informé les gens que c'était ce qui allait se passer avec les finances. Mais cela devient de plus en plus intéressant quand je continue d'insister auprès de vous qu'il y a quelque chose à propos de Turning Point USA Faith qui, pour moi, ressemble à une sorte d'infiltration, d'une certaine manière, d'accord? C'est ce que ça me semble être. Quelque chose a radicalement changé. L'organisation qui était axée sur les marchés libres et le capitalisme est soudainement devenue foi. Et il y a ces pasteurs, et ils me donnent une impression de malaise. C'est juste ce que je ressens, d'accord? Ils ne sont pas honnêtes. Nous avons surpris Rob McCoy à mentir à plusieurs reprises. Donc, je ne le considère pas comme une personne à qui vous voudriez confier votre foi. Et quand on ajoute le fait que Calvary Chapel était le principal fautif, d'accord? C'est ces églises, quand elles montaient toutes sur scène pour l'opération Mocking Pastor, où elles disaient toute la même chose à propos de moi et de Tucker Carlson. Ils étaient les principaux contrevenants. Je ne plaisante pas. Vous commencez à vous demander ce qui vous guide. La chapelle du Calvaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Croyez-vous vraiment que tout cela soit purement accidentel? Leur obsession pour le sionisme chrétien?
Jack Hibbs parmi eux. Nous avons parlé de lui hier, de son frère Butch Hibbs, qui était partout avant et après l'assassinat de Charlie. Il y a, des images de lui que je ne pense pas avoir pour aujourd'hui. Je crois qu'on les a récupérées, mais je ne t'ai pas demandé de les sortir pour maintenant. Et tu te poses la question. J'ai reçu des emails de gens disant que le pasteur Hibbs, Jack Hibbs, a complètement lâché prise, plus de masques. Il a l'air de perdre pied. Il organise des appels à 5 heures du matin contre moi et Tucker Carlson. Et les gens commencent à se demander, suis-je dans une église ou ai-je adhéré à quelque chose de complètement différent? L'histoire, les implications de la CIA sur qui a réellement fondé la Calvary Chapel, qui est en quelque sorte devenue une branche du mouvement hippie. Chuck Smith, c'est son nom. Un personnage de la CIA qui était proche de lui. Les implications ici, quand on regarde tous les personnages militaires impliqués, me poussent vraiment à me poser beaucoup de questions. Vous voulez savoir qui se posait aussi beaucoup de questions? Charlie Kirk se posait beaucoup de questions vers la fin de sa vie, n'est-ce pas? Il posait des questions, il attaquait fort sur Jeffrey Epstein dans son émission. À un moment donné, il était exaspéré, disant en gros « J'ai déjà parlé de ça, ça me met en colère ». Et on pouvait le sentir venant d'en haut. On lui disait d'arrêter de parler de Jeffrey Epstein et il résistait à cela. Il dit alors à Tucker Carlson d'y aller à fond contre Jeffrey Epstein pour une raison ou une autre. Ce type, tout comme ses personnages, avait un passé. Il avait été condamné et pourtant il était toujours accueilli dans tous les cercles. Il est encore aujourd'hui le bienvenu dans tous les cercles. Vous parlez encore de Jeffrey Epstein, vous? Nous recevons maintenant ces emails et cela ne fait qu'impliquer davantage cette administration dans une dissimulation stupéfiante. Tout cela, encore une fois, les véritables victimes étant les enfants. D'accord? Nous sommes une nation dirigée par des pervers. C'est un fait, c'est ce que nous sommes. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas la seule nation, Je dirais même que toute la toile de la civilisation occidentale semble être dirigée par des pervers. C'est le fil conducteur entre mes enquêtes sur Brigitte Macron et sa relation étrange. Sa relation étrange avec Emmanuel Macron. La dissimulation au niveau fédéral, qui inclut un procès jamais vu auparavant et qui n'est là que pour servir de propagande afin de faire croire aux gens que il n'y a rien ici, ce qui devrait vous faire comprendre que tout est ici. Vous commencez à éplucher les couches de l'oignon dans notre série sur Epstein. La série que nous avons réalisée, et il semble qu'ils aient créé Hollywood, la mode et le cinéma comme moyen de faire du trafic d'individus, n'est-ce pas? Personne ne sourcillerait si vous faisiez du trafic d'individus. Un groupe de femmes arrive et elles participent à une campagne de mode, à des défilés de mode. Jeffrey Epstein avait ses tentacules financiers impliqués dans des agences de mannequins, n'est-ce pas? Il était impliqué dans les agences de cinéma. Partout où l'on pouvait distribuer des rôles, c'est là que ses tentacules se trouvaient. Et je n'ai pas un bon pressentiment concernant ces églises, je dois te le dire tout de suite. Je n'ai pas un bon pressentiment à propos de tous ces chrétiens sionistes qu'ils envoient pour défendre, pour dire de ne rien regarder, de ne prêter attention à rien, de dire que je sais qu'elle présente des faits, mais concentrons-nous juste sur son rêve. Ils essaient de la faire passer pour une folle. Il se passe quelque chose de très sinistre. Et je te dis que l'affaire Charlie Kirk, c'est comme si tout était en train de s'effondrer. Nous commençons vraiment à nous réveiller sur la façon dont les choses fonctionnent. Et je pense que Charlie n'a pas du tout compris comment les choses fonctionnaient. Pas seulement dans l'affaire Epstein, tu vois. Pas seulement en Israël et son influence à travers le monde. Je t'ai dit que Charlie commençait à parler des affaires en Ukraine. Ça faisait partie de ma chronologie. C'est à ce moment-là que tu commences vraiment à voir Turning Point Faith monter en puissance, quand Charlie parle jour après jour de ce qui se passe en Ukraine, qu'il parle du trafic d'enfants en Ukraine. Il tweet tous les jours à propos de ces sujets. Et puis Turning Point Faith semble littéralement décoller d'une manière que je n'avais jamais vue, tu vois. Tous ces personnages qui ont des passés très louches, y compris Sean Feucht. Il y a un article du 30 septembre qui parle de la mauvaise gestion des fonds, l'accusant de mauvaise gestion des fonds. Tout à coup, on est censé se dire « Oh, eh bien, tu sais, c'est clairement une mission d'église. » Donc, si tu ne soutiens pas Turning Point Faith, surtout vu cette chose terrible qu'il traverse, c'était ses vrais amis. Et il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu n'es pas pieux, n'est-ce pas? C'est pieux d'accepter le récit du gouvernement fédéral. C'est pieux de suspendre ta pensée rationnelle et de simplement supposer que toutes ces églises, qui comptent bien trop d'hommes militaires issus de longues lignées de familles militaires puissantes, sont vraiment là uniquement pour la mission, n'est-ce pas?
Ce sont tous vraiment de bonnes personnes et il continue de leur arriver de mauvaises choses. Je n'aime pas ça, les gars. Je n'aime pas ça du tout, ce monstre. Tout se met en place en ce moment. Vous commencez à voir. Maintenant, nous savons exactement quoi. Ce que je vais aborder plus en détail demain. L'administration Trump semble avoir dissimulé ses courriels. Ils ne sont pas bons, d'accord? Elles sont totalement indéfendables. Mais je vous l'ai déjà dit, j'en ai fini avec MAGA pour le moment. Il nous a regardé droit dans les yeux et il a dit « Quoi? Quel fichier? Droite? Quoi? De quoi parle-t-on encore, Jeffrey Epstein? » Pam Bondi a dit que c'était une supercherie des démocrates. Non, moi, je pense que toute la nation a été dupée par les républicains et les démocrates et qu'il y a une élite perverse qui siège au sommet. C'est mon soupçon. On va faire une courte pause et on revient dans un instant. Très bien, les amis, je pense que beaucoup de gens se sentent particulièrement courageux en ce moment. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous en ont fini de jouer sur la défensive. Nous avons fini d'édulcorer ce que nous croyons pour le rendre acceptable aux yeux du plus grand nombre parce que nous avons compris que le silence n'est pas de la bienveillance. Le silence, en réalité, c'est du consentement. Et en ce moment, le plus grand silence entoure le sujet des vies qui sont interrompues avant même d'avoir pris leur premier souffle. Nous allons nous proclamer défenseurs de la vie. Alors, nous devrions toujours agir en conséquence. C'est pourquoi je vous demande de me rejoindre pour riposter avec des actions, avec la vérité et avec amour. Pour seulement 28 $. C'est ce qu'il en coûte pour offrir une échographie gratuite à une femme en situation de crise qui envisage un avortement. Juste 28 $ l'aident à voir la vie qui grandit en elle. Cela lui apporte une vérité que notre culture ne lui donne certainement pas. Ne restez pas en retrait, n'attendez pas la permission, soyez audacieux et clairs. Soyez sans complexe, pro-vie. Allez sur preborn.org Candace dès maintenant. Donnez 28 $. Vous pouvez donner 10 fois ce montant si possible. C'est vraiment la ligne sur laquelle nous devons rester. Nous devons défendre la vérité et ce qui est juste. Nous devons sauver des vies de l'avortement et rester fermes dans l'Évangile. C'est sur preborn.org Candace que vous pouvez offrir une échographie pour seulement 28 $. Je veux aussi parler de la dette PDS, car la dette de carte de crédit n'est pas un accident. C'est un système conçu pour maintenir les Américains à terre. Les banques en profitent, les créanciers gagnent, et ce sont les familles qui perdent. Chaque appel, chaque frais, chaque piège à taux d'intérêt élevé rappelle que le jeu est truqué. Mais il y a aussi un autre côté à cette histoire. La dette PDS a déjà aidé des centaines de milliers de personnes à riposter. En réduisant la dette, en arrêtant les appels et en remettant l'argent là où il doit être, dans nos poches, pas celles des banques. Que vous ayez des difficultés avec des cartes de crédit, des prêts ou des factures médicales, PDS Debt propose des solutions personnalisées pour vous aider à sortir de l'endettement. Ils vont au-delà des chiffres pour comprendre votre situation financière unique. Et ils élaborent un plan personnalisé conçu spécialement pour vous. Aucun score de crédit minimum n'est requis. Ils sont là pour vous aider à économiser, à rembourser vos dettes plus vite et à remettre l'argent où il doit être. PDS Debt est noté A+ par le Better Business Bureau, affiche des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et détient une note de 5 étoiles sur Trustpilot. C'est votre argent. C'est votre avenir, alors ne laissez pas le système décider à votre place. Vous n'êtes qu'à 30 secondes d'être libéré de vos dettes. Obtenez votre évaluation gratuite et trouvez la meilleure option pour vous dès maintenant sur pdsdebt.com Candace. Encore une fois, c'est pdsdebt.com Candace. pdsdebt.com Candace. Le sionisme chrétien est hérétique. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de protéger, mais si vous ne voyez pas que cela a été masqué, les gens qui ne parleront même pas des crimes contre l'humanité de bébé Netanyahou, il est jugé pour crimes contre l'humanité, ont pourtant toute l'énergie pour s'en prendre à Candace Owens. N'est-ce pas? Pour s'en prendre à Candace Owens et essayer de la faire passer pour une folle parce qu'elle a fait un rêve. Et je reste fidèle à ce rêve. Je reste fidèle à ce rêve. Charlie a été trahi. Il a continué à être trahi chaque jour, même par ces sionistes chrétiens qu'il a mis en avant durant sa carrière et qui, apparemment, ne se posent aucune question sur toutes les absurdités entendues. Je veux aussi vous dire que je sais que je vous ai promis de parler des plaines égyptiennes. Ce que nous avons découvert est si important que j'ai dû passer par les voies officielles pour transmettre cette information d'abord au gouvernement. Cela a été compliqué car je ne sais pas à qui faire confiance au sein du gouvernement. C'est ça. On a un peu l'impression que le gouvernement est impliqué dans la tentative de nous empêcher de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. Donc j'ai dû être très prudent, manœuvrer un peu en coulisses et essayer de comprendre qui étaient les gens fiables. Pour faire court, on met ça en pause jusqu'à demain parce que je voulais laisser un peu plus de temps à certaines personnes à ce sujet. Donc j'aurai ça pour vous demain. Un autre aspect de tout cela, d'ailleurs, pendant qu'on en parle,
Je ne sais pas ce qui est clairement une opération psychologique. Ils ont tous les mêmes éléments de langage. Ils utilisent tous différentes tactiques de manipulation émotionnelle. Donc, oh, tu ne peux pas remettre ça en question parce que, tu sais, il a une veuve et des enfants et ce serait tellement nuisible d'essayer de découvrir qui l'a tué. Rien qu'en y réfléchissant, c'est complètement absurde. Avant tout, lorsqu'il y a un meurtre, point final, les premières personnes que vous devriez interroger, c'est « y a-t-il un intérêt financier? Y a-t-il un intérêt financier? » Oui, c'est une entreprise de 80 millions de dollars. Est-ce que des gens proches de lui, est-ce qu'il avait des amis jaloux? Était-il impliqué dans des disputes? C'est une question tout à fait normale. C'est complètement normal. Si quelqu'un regarde IDTV, c'est enfin, voyons, de quoi parle-t-on? N'est-ce pas? C'est tout à fait normal de se poser cette question. Et ils essaient de faire croire que cette réflexion naturelle n'est tout simplement pas acceptable en ce moment. Nous avons juste besoin que vous achetiez un T-shirt. Nous avons besoin que vous achetiez un T-shirt de la liberté et que vous continuiez à faire vivre cette organisation, même s'il semble y avoir beaucoup de personnes très douteuses impliquées. C'est un peu ridicule. Je suis très conscient de cela et je pense que vous l'êtes aussi de ces tactiques psychologiques. Et j'ai souvent expliqué qu'en Amérique, c'est les médias qui favorisent intentionnellement ce genre de culture. Et d'une certaine manière, c'est une culture de Judas, n'est-ce pas? Il y a une psychologie qui s'est installée où l'on encourage les gens à trahir leurs amis, voire leurs membres de famille, pour se protéger ou faire avancer leur carrière. C'est, à mon avis, la version actuelle des 30 pièces d'argent. Droite, voilà ce que l'on voit se dérouler sur la scène internationale lorsque quelqu'un tente de manipuler une personne pour qu'elle fasse une déclaration contre l'un de ses amis. Candace, toi, tu es meilleur que Kanye. Toute votre vie est devant vous. Tu auras un meilleur avenir si tu dis simplement cette chose. Appelez-le Adolf Hitler. Qualifiez-le d'antisémite. Non, merci. J'ai dit non. Charlie. Oh, Kansas, tu t'engages dans une direction qui ne fera que te desservir. En tant que donateur, nous exigeons que vous ne l'autorisiez pas à prendre la parole à Amfest. Nous, c'est juste une mauvaise personne. Tu dois prendre position contre elle. Charlie a dit non. Megyn Kelly, c'est ta carrière ou c'est Tucker Carlson? À vous de décider. Droite? Je suis ton ami. Je veux juste vous aider. Tucker Carlson. Il prend vraiment une mauvaise tournure. Elle a dit non. C'est comme ça que ça se passe. Ça m'a juste rendu tellement heureux. Hier, j'étais complètement surexcitée. Surtout, je pense qu'on ressent tout ça quand on voit cette psychologie utilisée et que quelqu'un la détruit complètement sur le champ. Et c'est exactement ce que Tucker a fait hier, ou du moins, c'est hier que l'extrait a été diffusé. Il a complètement humilié ce journaliste anglais qui jouait justement à ce jeu avec lui, demandant à Tucker de me condamner en direct dans son émission. Écoutez cet extrait génial. Votre bonne amie Candace Owens a publié des choses assez farfelues, je dirais, à propos de la mort de Charlie. Ce n'est pas utile, n'est-ce pas, qu'à un moment de bouleversement national incroyable et évidemment de tragédie personnelle et familiale, quelqu'un comme elle vienne décortiquer l'affaire et suggérer qu'il y a des forces plus sombres en jeu ici, que le gouvernement américain aurait un rôle à jouer dans une dissimulation. C'est juste que, pouvez-vous comprendre pourquoi cela dérange les gens et pourquoi ils aimeraient peut-être que vous preniez vos distances par rapport à ce genre de choses, Willis Cross? C'est plutôt drôle. Donc, est-ce que je vais attaquer Candace Owens parce que vous... Je ne vous demande pas de l'attaquer. Je ne vais pas faire ça, Harry. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas le faire. Je vais vous accorder le bénéfice du doute en tant qu'étranger, en supposant que vous ne comprenez pas notre politique, mais tout ce rituel de, vous savez, cette personne a dit quelque chose qui ne me plaît pas. Pour être une bonne personne, il faut dénoncer cette personne. Évidemment, je ne le ferai jamais. Je préférerais mourir plutôt que de jouer à ce jeu-là. Je ne connais personne qui dise cela et qui ait l'autorité morale de m'y contraindre. Je ne connais personne qui dise cela et qui ait la moindre autorité morale. Et je dirais de façon générale, pas à propos de Candace, que j'aime, mais à propos de tout le monde. Parvenir à la vérité est la chose la plus importante. J'y ai consacré ma vie. Je n'ai pas toujours fait du bon travail, loin de là. Mais cela reste encore aujourd'hui ma motivation principale. Je veux savoir ce qu'est la vérité. Encore une fois, je n'y parviens pas toujours. En fait, la plupart du temps, je n'y arrive pas. Mais je veux être celui qui se soucie de ce qui est vrai. Et B, si tu me dis que parce que le gouvernement américain ou une agence de maintien de l'ordre publie une déclaration qui n'a même pas de sens, je suis moralement obligé d'accepter cela sans poser de questions, comme « tu t'entends parler ?»
Je veux dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste la perfection. C'est tout simplement la perfection. Que fais-tu? Arrêtez d'essayer de nous manipuler. Vous faites partie intégrante de ce que nous devons vaincre. Vous faites partie du système, de cet organe composé de personnes qui utilisent des tactiques psychologiques pour essayer de nous faire croire que nous sommes fous, de ne pas accepter quelque chose qui n'a tout simplement aucun sens rationnel. Oh là là, c'est vraiment un mauvais moment. Et ça, c'est un cinglé. Jacko le fou. Tout le monde est fou. Quand on remet en question les autorités fédérales, elles veulent vous traiter de fou. Et Tucker l'anéantit aussitôt. Il dit « Dégagez ». Je ne sais pas d'où vous venez, je suppose que oui. Vous êtes étranger et pensez que c'est ainsi que les choses fonctionnent en Amérique et que nous allons accepter les inepties du gouvernement fédéral parce que c'est ce que nous devrions faire en tant que citoyens polis. Non, partez, nous voulons savoir qui a tué Charlie Kirk. Parce que cette histoire semble vraiment sombre, elle paraît vraiment profonde. Et tous ceux qui devraient utiliser leur plateforme pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé et poser des questions similaires préfèrent s'en prendre à Candace Owens et attendre qu'elle fasse une erreur pour tenter de délégitimer tous ses efforts pour faire la lumière sur cette affaire. Ça pue à un point insupportable. Et donc, j'adore Tucker pour ça, tout simplement. Je l'adore pour m'avoir simplement défendu. Et de toute évidence, il a de l'expérience, donc il voit clair dans ce jeu, tout comme moi. Mais c'est la voie à suivre. Voilà la voie à suivre lorsque des gens essaient de vous manipuler en utilisant des versets bibliques, comme l'a fait Ali après avoir tant cédé en me traitant essentiellement de menteur. À sa manière, sur différents sujets, elle fait maintenant semblant d'être une petite oiselle blessée. Parce que j'ai répondu, et j'ai répondu gentiment. Mais soudainement, elle essaie de te dire que ce n'est pas biblique de t'interroger sur ce qui s'est passé dans l'affaire de l'assassinat de Charlie Kirk. Ce n'est tout simplement pas biblique. Oui, c'est complètement absurde. Elle a fait une vidéo hier. Je ne fais pas de rêve comme Candace, on voit bien ce que tu fais. C'est mesquin. Là, t'es mesquine. Betty, si tu veux t'impliquer, t'intéresser à cette affaire, fais-le. Si tu ne veux pas, mets-toi de côté, tu n'es pas obligé de répondre au contenu de Candace Owens. Ce n'est en fait pas une obligation. Tu peux continuer à faire ton contenu, à dire aux gens que ce que tu fais est biblique, tout en ignorant les crimes flagrants évidents d'Israël, que tu refuses toujours de dénoncer ou de retirer ton soutien. Tu sais ce que je ne fais pas? Je ne tue pas des dizaines de milliers d'enfants en Palestine en essayant de légitimer ça auprès de mon public en leur disant que, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que Dieu veut parce que c'est écrit dans la Bible. Je n'en sais rien, donc je vais arrêter de lui répondre. Mais je voulais juste dire que ce sont toutes des tactiques manipulatrices, certaines plus mauvaises que d'autres. Mais c'est ce qui se passe en ce moment, et nous, non. Nous devons simplement rester concentrés sur la résolution de ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Et les fédéraux n'aident pas. Peut-être parce que Kash Patel est trop occupé à pleurer à cause de sa petite amie. Il a vraiment besoin de croire qu'elle l'aime pour ce qu'il est. Je n'y crois pas. En fait, je n'y crois pas. N'acceptez pas qu'Alex Wilkins, qui vient d'une famille de francs-maçons et qui a un passé douteux, personne ne sait ce qu'elle faisait en Suisse. Elle l'aime tout simplement pour ce qu'il est et elle était au bon endroit au bon moment. Au fait, je devrais mentionner qu'Alexis Wilkins est le nom d'Alex. Alexis Wilkins, elle est également membre de l'église Calvary Chapel de Chino Hills, en Californie. Et puis, il y a le type de Babylon Bee. Son nom ne me vient pas à l'esprit pour le moment. Il est également impliqué dans la chapelle Calvary. Il faut qu'on se penche sur cette histoire de Calvary Chapel. Ça devient intéressant? Ça devient vraiment intéressant. Indépendamment de cela, le procès. Déposer une plainte pour te convaincre toi-même et soutenir ton partenaire de vie pendant qu'elle porte plainte parce que quelqu'un a fait une blague. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le procès d'Elijah Shaer. C'est une blague. Et dans la plainte, il parle de sa rhétorique anti-Israël. Qui s'en soucie? Il n'y va pas. Il peut dire du mal d'Israël s'il en a envie. En fait, je l'encourage à le faire. Bref, de toute évidence, cela s'est retourné contre eux. Le procès, les gens commencent à faire des blagues, ils composent des chansons. Et j'adorais Tim Dillon, il est très drôle. Il apporte un humour dont nous avions grand besoin. Il a donc décidé d'examiner cette plainte et de voir s'il y avait quelque chose de fondé. Il s'intéressait particulièrement à la raison pour laquelle Kash la qualifiait de chanteuse sensationnelle, excessivement émotive. Bref, allez-y. Tim Dillon. Peut-on diffuser sa musique ou risque-t-on une plainte pour violation de droits d'auteur de la part du FBI? Si on passe la musique country de la copine de Kash Patel, est-ce qu'on va recevoir un avertissement pour violation de droits d'auteur de la part des autorités fédérales? Parce que je suis curieux, au fait, si elle est une star de la musique country, j'aimerais juste le savoir. J'aimerais le savoir.
J'aimerais l'être. Je pense que si on en passe un petit extrait, ça ira. D'accord. À l'époque où la radio traditionnelle était la norme, tout était toujours propre. Les gens lisaient leurs actualités et leurs angoisses. Il y avait de la guitare style partout. Les gens faisaient la queue pour nous entendre chanter dans le train Rock Us Down, Long Life de King pose une aiguille sur le vinyle, fenêtre baissée, juste rouler sur des kilomètres. On dirait que ça fait longtemps. Elle dit Israël. Ils sont là. Non, non, attends. Tu n'as pas eu les paroles? Tu n'as pas eu les paroles? Tel Aviv. J'ai été à Tel Aviv. C'est une si belle mer. J'adore Tel Aviv. Israël, c'est pour moi. J'aime Cash Patel. Les Indiens ne sentent pas ce stéréotype. Je suis juste une star de la country. Je l'ai rencontré dans un bar. Je ne suis pas une plante de massage. Pourquoi tu dirais ça? Pourquoi tu dirais ça? Il y a beaucoup de dossiers au bureau. Il est impossible de dire lesquels. Jeffrey, laisse tomber. Elle sort une chanson, laisse tomber. Parce que nous sommes fiers d'être Américains. Nous nous soucions de nos familles. Nous n'avons pas besoin de voir de fichiers. Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes oignons. Autrement dit, mettez-le sur Spotify. Mettez-le sur iTunes. Je veux le télécharger. C'est l'impression que j'ai. On dirait que c'est la chanson country du moment. Nous sommes fiers d'être Américains. Nous n'avons pas besoin de voir de dossier. Tout ce qu'on a, c'est de la bouillie de cantine. Tous les jours, toute la journée? Oui, c'est vrai. J'enregistrerai ça avec toi, Tim. Je le ferai. Je le ferai. Toi et moi, on sortira une chanson country parce que elle s'appellera juste Fed Slop et ensuite, on se fera poursuivre. Tu l'es déjà. Cindy est déjà incluse dans mon procès avec Brigitte Macron. Apparemment, le président de la France regarde Tim Dillon et on a parlé de l'affaire Brigitte, donc il est impliqué là-dedans de toute façon. J'ai hâte de les voir mettre Tim Dillon sous serment. Je ne sais pas pour vous autres. Évidemment, c'est ce dont l'Amérique a besoin. C'est la seule chose. Et la seule chose de bien qu'on ait pour nous en ce moment, ce serait Tim Dillon sous serment. Et je conseille vivement à Elijah Schaffer de le faire prêter serment également. Maintenant qu'il fait ce genre de blague, Cash Patel devrait porter plainte. Il faut évidemment poursuivre Tim Dillon en justice. Je suis d'accord. Si vous voulez que je témoigne, Cash, donnez-moi. Appelle-moi. Absolument incroyable. Très bien. Les amis, nous allons faire une petite pause. Cassé. Je reviendrai ensuite pour répondre à certains de vos commentaires et questions. Très bien, les amis, vous m'avez beaucoup entendu parler de Nimi Skincare. Vous savez, je les adore. J'adore leur routine anti-âge en 3 étapes. Elle a fait des merveilles pour mon visage. C'est pourquoi je suis tellement ravie que Nimi Skincare propose désormais aussi une gamme complète pour le corps. Leur coffret Foundations Body. C'est une routine simple en 3 étapes. Vous recevez le gel douche Botanical Bliss pour nettoyer en douceur grâce à des extraits botaniques apaisants, le gommage revitalisant au sucre pour exfolier et hydrater avec de la vitamine C et de l'huile de coco, ainsi que la lotion corporelle réparatrice pour hydrater en profondeur. Cela laisse votre peau douce, hydratée et en pleine santé. Et tout comme leurs soins pour le visage, la gamme corps de Nîmes est composée d'ingrédients sains, cliniquement prouvés, et surtout, elle est fabriquée ici même aux États-Unis par une entreprise fondée sur nos valeurs, la foi, la famille et la liberté. Ainsi, vous pouvez enfin cesser de soutenir des entreprises radicales et donner votre argent à une société qui vous respecte réellement. Il est temps de prendre soin de toute votre peau avec des produits en lesquels vous pouvez avoir confiance. Rendez-vous sur nimiskincare.com et vous pouvez utiliser mon code CANDACE10 lors du paiement pour obtenir 10% de réduction sur toute votre commande. Encore une fois, c'est nimiskincare.com. Je vous rappelle aussi l'existence de 7 Weeks Coffee parce que si vous écoutez cette émission depuis un moment, vous savez que 7 Weeks Coffee n'est pas seulement un sponsor pour nous. C'est une partie de notre routine quotidienne. Nous en buvons le matin et nous ne pouvons pas imaginer commencer la journée sans lui. Nous. Mais ce n'est pas seulement une question de goût. Ce café représente une cause à laquelle nous croyons. 7 Weeks Coffee est la marque de café Pro-Vie d'Amérique qui vise à financer le mouvement Pro-Vie, une tasse à la fois. Il s'appelle 7 Weeks Coffee car à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. C'est aussi à ce moment qu'un battement de cœur est détecté à l'échographie.
Ils ont bâti leur entreprise sur la sauvegarde de vie en reversant 10% de chaque vente à des centres de soins pour femmes enceintes dans le monde et à des organisations pro-vie nationales. Ils ont maintenant récolté plus d'1 million de dollars et sauvé des milliers de vies. Et je peux vous dire que le café est fantastique. Sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, pauvre en acidité, issu de l'agriculture biologique. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com pour économiser 15% à vie en vous abonnant. Pendant les fêtes, recevez jusqu'à 4 cadeaux avec votre commande. Et en exclusivité pour mes auditeurs, utilisez le code Candice et vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait une économie totale de 25% sur votre première commande, plus jusqu'à 4 cadeaux gratuits. Utilisez le code Candace sur 7weekscoffee.com. Il y a aussi quelque chose de vraiment drôle dans la danse de Tim. Il dit toujours « c'est bien ». Je pense qu'on doit sortir quelque chose. Il faut juste aller en studio, Tim, et voir ce qu'on peut créer. Je vous le dis, on a des nouveaux produits dérivés. Au fait, j'adore celui-ci. Et on a aussi une promotion pour le Black Friday. Tu peux afficher le nouveau? Oui. Donc, tu es en train de me dire que tout est faux et gay? C'est fantastique. Regarde ce sweat à col rond. Tu sais que tu le veux. Va sur CandaceLides.com. On fait aussi une promotion Black Friday. Tu peux utiliser le code BLACK20 et tu auras 20% de réduction sur tout le magasin. Cela n'inclut pas les livres, mais la promo dure jusqu'à Cyber Monday, alors ne rate pas ça. Ouais, tu es en train de me dire que tout est faux et gay. Tu peux aussi avoir ce mug. Prends-le en mug. Fantastique. Top 3 commentaires de l'épisode d'hier. Tara, observé, écrit, la question est « Pourquoi autant de donateurs juifs s'intéressent-ils à financer une organisation chrétienne ?» Oh oui, c'est une bonne question en quelque sorte. C'est une question très pertinente. Pourquoi des millions de dollars venant d'une seule personne? Bob Showman, pourquoi es-tu autant intéressé par le financement? Est-ce que c'est juste, si tu aimes vraiment autant le christianisme, tu ne pourrais pas simplement être chrétien? C'est effectivement intriguant, c'est une bonne question. Lobo Gray écrit « Je veux que tu saches, Candice, que j'ai 74 ans et que j'ai survécu à environ 1000 heures de missions de combat comme mitrailleur d'hélicoptères de reconnaissance au Vietnam en 1970. Mais ton courage m'humilie. Que Dieu te bénisse pour l'exemple que tu donnes à nos jeunes sur la façon d'être un Américain et une personne décente. Je prie constamment pour toi. S'il te plaît, sois prudente et surveille tes arrières. Eh bien, merci pour votre service. La guerre du Vietnam en particulier. Je ne vais pas m'emporter, c'est la guerre de Henry Kissinger. Et la vérité à ce sujet, ça a toujours été une guerre contre les chrétiens et je ne vais pas m'emporter là-dessus parce que ce n'est pas le club de lecture. Mais je vais m'emporter là-dessus la semaine prochaine au club de lecture. Voilà pour ça. Mais merci. Beaucoup trop de nos hommes, de bons chrétiens, ont été tués. Et les récits qu'on nous a racontés sont complètement faux. Réfléchis avant d'écrire, écrit-on. Il est plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Oui, Mark Twain, c'est tout à fait vrai. Mais je pense que les gens s'en rendent compte maintenant. Nous réalisons tous que nous avons été trompés. Aujourd'hui, nous avons le commentaire de Jennifer qui écrit « J'ai fini de faire un sandwich aujourd'hui ». Candice parle, rappelant aux femmes qu'on peut choisir la foi, la famille et les valeurs traditionnelles. Son message est nécessaire. Je le recommande vivement. Merci Candace. Allez Max. J'adore Gomax. Je l'aime tellement et j'aimerais vraiment le mettre sur un t-shirt, mais alors ils vont dire « Oh, elle essaie de profiter de sa mort », même si tout le monde a vendu des t-shirts. Et donc je sens que je ne devrais pas faire ça. Mais je l'adore vraiment. C'est tellement Charlie. C'est tellement Charlie de dire « Go ». Max, merci d'avoir lu le livre. Honnêtement, je l'adore. Je pense que vous allez adorer. Évidemment, je l'aime parce que je l'ai écrit, mais c'est vraiment amusant. C'est une lecture divertissante. Ça commence avec Cardi B et ça se termine avec Cardi B. Donc évidemment, ça va être fun. Si ça commence avec Cardi B et Cardi B, vous pouvez l'acheter sur makehimasandwich.com, même si c'est indiqué comme disponible en précommande. Je vais l'expédier parce qu'on a déjà envoyé les précommandes. Donc voilà, makehimasandwich.com qui écrit, je termine. Oh, je viens juste de lire ça. Oh non, c'est un autre commentaire. J'ai terminé Make Him a Sandwich et c'est un livre à lire absolument pour tout le monde. Je garde ce livre pour le jour où ma fille sera assez grande pour le lire et j'économiserai pour une copie dédicacée. Continue d'écrire. Candace, j'ai hâte que tu publies plus. J'aurais voulu ajouter encore plus dans le livre, mais tout est devenu fou quand j'ai été licenciée et je n'ai pas trouvé le temps. Mais c'est une lecture agréable. Corey Henry écrit « Yay ». Était et est plus intelligent que ce que les gens pensent. Tu sais, non, je sais qu'il n'est pas le meilleur pour communiquer ce qu'il veut dire, mais je me retrouve toujours à revenir en arrière et à me dire « Oh, je crois que Kanye essayait de nous dire quelque chose, mais qu'on n'arrivait pas à l'entendre ou à l'apprécier à cause de son style. S'il le communique musicalement, je comprends.
La plupart des gens le comprennent, mais s'ils le communiquent simplement avec un micro ouvert, ça ne passe jamais, je pense, comme ils le voudraient. Modern Realty écrit « Est-ce que quelqu'un a examiné ce que les agents de sécurité se passent après que Charlie soit tombé? Il semble étrange que leur première action soit de lui prendre quelque chose et de le faire circuler. Peut-on vérifier exactement ce qu'ils ont retiré et pourquoi? Ça avait l'air tellement coordonné et aucun saignement ne s'est arrêté. En fait, nous avons vraiment regardé de très près sur des images claires et on dirait qu'il se passe quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ils se touchent un peu, comme s'ils essayaient de se coordonner. Je veux dire, Marc et moi avons regardé au ralenti parce que je pensais avoir vu la même chose. Et puis, quand on regarde sous différents angles, en fait, ils ne font pas ça. Ce qui est intriguant, c'est quand on ne peut pas les voir quand ils sont au sol. Je ne comprends tout simplement pas ce qu'ils font là. Et bien sûr, on sait qu'ils ont ensuite posé des dalles presque immédiatement et ont remis cette zone à niveau. Donc, je trouve ça plutôt louche. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Min Juleps demande qui était la donatrice qui a crié sur Charlie après l'un des shows de TPUSA. Était-ce Myriam Adelson? Non, ce n'était pas elle. Elle essaie de faire partir le sénateur Massey. Non, Myriam Adelson est bien trop haut placée pour avoir été cette personne sur le terrain. C'était quelqu'un d'autre. En fait, il faut que je me rappelle de son nom de famille parce qu'il est enregistré dans mon téléphone, donc je ne veux pas me tromper. Demande-moi à nouveau demain. D'accord, tu n'as pas besoin de payer pour me redemander demain, mais Skyler, mets une note pour me le rappeler demain afin que cette personne n'ait pas à redonner. Bub écrit. Et merci pour votre don. Bub écrit. Plus de fidèles du parti à la prochaine élection. Votez qui ne prend pas d'argent de l'IPAC. Sortez sionistes du gouvernement. Oui, je suis d'accord car ils sont mauvais et impliqués dans quelque chose qui, selon moi, s'étend dans le monde entier et cela me paraît très laid, ainsi que ceux qui les soutiennent. À ce stade, pour moi, vous êtes mauvais par procuration. Black Swan Revelations écrit « J'adore les vidéos de Candace. Continuez votre excellent travail. » Mid Runner écrit « Avez-vous vu Elle Reeves essayer d'interviewer Tim Dillon? C'était comme un oncle cool essayant de transmettre du bon sens à sa nièce radicalisée qui revenait de son premier semestre à Berkeley. J'espère qu'ils publieront l'intégralité de cette interview parce qu'elle était vraiment quelque chose. » Très condescendant. Les yeux toujours fermés. La voix seule était très frustrante et je n'étais pas d'humeur parce que Charlie venait de mourir et j'ai essentiellement maintenu l'interview parce qu'on l'avait évidemment prévu avant la mort de Charlie et je n'ai vraiment pas aimé cette jeune femme. Très condescendant. Tim Hester écrit « S'il te plaît, souhaite un joyeux anniversaire à Tim. Toi et moi échangions souvent des tweets en 2011-2012. J'adorais ton intelligence et tes témoignages. Maintenant, mon ex-mari libéral est ton fan numéro 1 autoproclamé. Merci de l'avoir converti. Continue de surpasser les faux et les hypocrites. Joyeux anniversaire, Tim. J'espère que tu passes une journée fantastique et je suis tellement contente que tu fasses maintenant partie de notre culte. Comme nous l'avons appris, nous sommes en fait une secte parce que nous pensons par nous-mêmes. Nicole Howlett écrit « Imagine aller à l'église et que ton pasteur dise du mal de Candace Owens. Change d'église. Quelle honte. Nous t'aimons, Candace. Merci de vous soucier autant de Charlie et de ne pas vous arrêter tant que nous ne savons pas ce qui se passe. Écoutez, le pasteur Hibbs est engagé. Je veux dire, appeler à 5 heures du matin, c'est dingue, non? Genre, je ne vais pas mettre mon réveil à 5 heures du matin pour animer une soi-disant prière ou je ne sais quel truc de guerrier qui ne parle en fait que de comment tu te débrouilles. Vous ne devriez pas écouter Candace Owens. Tucker Cross. C'est un engagement. Il faut lui reconnaître un certain mérite pour cet appel téléphonique à 5 heures du matin. C'est tout ce que je dirais. Mama Diaz écrit pour la chapelle du Calvaire. J'ai vu en ligne un pasteur dire « Si vous avez une Bible avec une carte de la Palestine, brûlez-la. » Je pouvais sentir sa haine à travers l'écran. C'était la dernière fois que j'ai assisté à un de ces sermons. Oui, je trouve intéressant qu'ils aient lancé des mouvements hippies. Oui, ça semble à peu près juste. Les années 60, c'était vraiment une époque de folie, comme on l'a appris dans mon club de lecture avec le livre Chaos. Ensuite, ils ont tué JFK et soudainement, l'Église du Calvaire est née et il y a tous ces militaires qui sont maintenant les militaires de LBJ et ils sont vraiment focalisés sur Israël. Je dis juste que je sais qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Poursuivez-moi. Poursuivez-moi pour avoir posé des questions. Vous n'avez pas le droit, à moins d'avoir les faits sous les yeux, parce que je suis sûre qu'Israël va simplement venir nous voir et dire « Voilà comment on a fait. Voici la carte de la façon dont on a procédé. » Tant qu'ils ne font pas ça, ne posez aucune question sur ce qu'ils font dans le monde. Ce n'est pas approprié. C'est antisémite. Je l'ai lu sur Internet. Silicon Valley écrit « Candice pour votre reportage.
mieux que le FBI. Vos recherches ont inspiré des parties de mon nouveau roman policier, Leur coffre-fort noir, pour répondre à la question de votre club de lecture. Je ne connais pas cela, franchement, pas du tout. Thriller. Notre club de lecture, nous ne lisons aucune fiction. Ou voulez-vous dire que ce n'est pas de la fiction? Je ne sais pas si c'en est. Non, il est bien indiqué qu'il s'agit de fiction. Nous ne lisons aucune fiction en ce moment parce qu'il s'avère que la vie réelle est bien plus compliquée et plus intéressante que les romans de fiction que j'ai lus. Comme nous le sommes. Comment ai-je pu penser que Harry Potter et le Seigneur des Anneaux étaient bien? Regardez ce qui se passe en ce moment. Il y a vraiment des gens malveillants qui essaient de s'unir et je pense vraiment qu'ils sont en train d'être démasqués. C'est pour ça que je garde espoir chaque jour. Et je suis prêt à encaisser toutes ces balles figurées depuis la tranchée. J'ai toujours soutenu Charlie. Il m'a toujours soutenu aussi. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je me fiche de qui fait une vidéo. Je me fiche qu'il brandisse une Bible en le faisant et blasphème. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais poser, en fait, toutes les questions jusqu'à ce qu'on commence à avoir des réponses. Et je peux vous assurer que je ne fais absolument pas confiance aux personnes qui dirigent Turning Point Faith et qui, sous couvert de christianisme, essaient de faire taire le reste du monde à propos de ce qui s'est passé le 9 octobre. Bref, merci à vous tous pour votre soutien. On se retrouve demain